Vous pensez le badge vous protège? Vous pensez l'uniforme vous fait un dieu? Officier Caleb Holloway pensait ainsi. Elle pensait elle possédait les rues du 11e district de Chicago. Elle pensait elle pouvait juger un homme par la voiture qu'il conduisait et la couleur de sa peau. Elle avait tort, morte tort. Quand elle leva son bâton contre un homme, elle profilait comme un voyou. Elle ne juste pas cassa la loi. Elle brisa sa propre vie parce que l'homme sur le sol n'était pas un criminel. Il était le seul homme avec le pouvoir de la finir. Ceci n'est pas juste une histoire sur la corruption. C'est une histoire sur la brutale, imparable force du karma. Écoutez attentivement. La pluie à Chicago ne lave pas les choses propres. Elle juste fait la crasse plus les bonus. Officier Caleb Holloway s'assit dans son unité de patrouille, les essuie-glaces luttant contre une inépuisable averse d'octobre. Le chauffage bourdonnait, sentant faiblement de café rassis et de laine humide. À côté d'elle, l'officier recru Mike Reynolds tapait un registre de leur dernier appel, une perturbation domestique sur la 5e avenue qui avait fini en cris et portes claquées, mais pas d'arrestation. Caleb tapota ses doigts sur le volant, ses yeux scannant l'intersection de Roosevelt et Pulaski. Elle était une vétérane de 10 ans, endurcie par le travail, cynique jusqu'à l'os et portant une puce sur son épaule de la taille de la Willis Tower. Pour elle, le 11e district n'était pas une communauté. C'était une zone de guerre et elle était la force d'occupation. « Nuit calme », Reynolds murmura, ne regardant pas en haut de l'ordinateur portable. « Ne porte pas la poisse recrue », Caleb claqua. Bien que son ton manquait de vraie chaleur, elle ajusta sa caméra corporelle, s'assurant la lentille était claire, bien qu'elle avait l'habitude d'oublier de l'allumer jusqu'à strictement nécessaire. C'est quand elle le vit. Une berline Mercedes-Benz classe S, gris, anthracite élégante, glissant à travers l'intersection. Les fenêtres étaient teintées juste après la limite légale. Les jantes étaient chromées et le moteur ronronnait avec un grondement bas coûteux qui vibrait dans la poitrine de Caleb. Dans ce quartier à 23 heures. « Vérifiez ça », Caleb dit, s'asseyant plus droite. « Argent de la drogue sur roue. » Reynolds leva les yeux. « Ou juste un gars avec une belle voiture, Caleb. C'est une affaire en profondeur. » « S'il vous plaît, Roosevelt et Pulaski, vous ne conduisez pas une classe S ici à moins que vous ne ramassiez du produit ou ne déposiez de l'argent. » Elle mit le véhicule de patrouille en vitesse, les pneus piaillant sur l'asphalte mouillé alors qu'elle faisait un demi-tour. « Je l'allume. »« Quel est le PC? » Reynolds demanda, paraissant fatigué. « Cause probable. La règle d'or. Défaut de signaler un changement de vie là-bas. » Elle mentit en douceur, et la teinte semblait illégale. Les lumières s'allumèrent, peignant les bâtiments de briques en rouge et bleu stroboscopique. La Mercedes n'accéléra pas, ni ne paniqua. Elle signala parfaitement et se gara lentement sur le trottoir sous un lampadaire. Caleb détacha sa ceinture de sécurité. Son cœur ne courait pas de peur. Il courait du frisson de la chasse. Elle avait un récit dans sa tête déjà. Jeune gars probablement portant armes non enregistrées. Peut-être quelques onces de coke dans la boîte à gants. Un arrêt pour crime. Une éloge. Surveille le côté passager, elle commanda Reynolds. Elle marcha jusqu'à la fenêtre côté conducteur, sa main reposant habituellement sur la poignée de son Glock 19. Elle ne tapota pas le verre. Elle martela dessus avec sa lampe de poche. La fenêtre se baissa en douceur. Le conducteur était un homme noir, peut-être au début de la quarantaine. Il portait un costume anthracite ajusté qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Caleb, bien qu'elle ne pût pas voir l'étiquette. Il portait des lunettes à monture métallique et avait une barbe soigneusement taillée. Ses mains étaient à 10 et 2 sur le volant. « Officier », l'homme dit, sa voix était profonde, calme et possédait une résonance qui irrita instantanément Caleb. Cela sonnait comme l'autorité, et elle détestait que quiconque d'autre ait de l'autorité dans son arrêt. Permis et enregistrement. Caleb aboya, éclairant sa maglite directement dans ses yeux, espérant le désorienter. L'homme plissa les yeux mais ne broncha pas.
Puis-je tendre la main dans ma poche de veste pour mon portefeuille et la boîte à gants pour l'enregistrement? Lentement, elle dit, détachant la sangle de rétention de son étui. Il bougea avec une lenteur délibérée. Il remit un élégant portefeuille en cuir et une carte d'enregistrement. Caleb les saisit, Andrew J. Bishop. Elle regarda le nom. Il ne signifiait rien pour elle. Elle regarda l'adresse. C'était dans la Gold Coast, un des quartiers les plus riches de la ville. « Que faites-vous ici, monsieur Bishop? » Elle demanda, sa voix dégoulinant de suspicion. « Je visitais ma mère, » Bishop dit calmement. « Elle vit sur Independence Boulevard. Elle n'est pas bien en jeu. » Caleb ricana. « Dans une voiture comme ça, dans ce quartier, vous pensez je suis stupide? » L'expression de Bishop s'endurcit légèrement. « Je ne pense pas j'ai offert une opinion sur votre intelligence, officier Holloway. J'ai répondu à votre question. »« Sortez de la voiture, » elle ordonna. « Pour une infraction routière. » Bishop demanda. « Je n'ai pas commis de crime. Vous ne m'avez pas dit pourquoi vous m'avez arrêté. »« J'ai dit sortez de la voiture. » Caleb cria, son tempérament s'enflammant. Elle détestait la résistance. Résistance signifiait un manque de respect. Manque de respect signifiait elle perdait le contrôle. Reynolds vint autour de l'arrière de la voiture. « Caleb, peut-être nous juste écrivons la contravention. »« Tais-toi, Reynolds. » Elle siffla. Elle se retourna vers Bishop. « Dernier avertissement. Sortez ou je vous traîne dehors. » Bishop soupira. Une longue, fatiguée expiration. Il détacha sa ceinture de sécurité. « Je me conforme sous contrainte. » Il déclara clairement, vraisemblablement pour le bénéfice de la caméra de tableau de bord. Il ouvrit la porte et se leva. Il était grand, dominant le cadre de 1,70 m de Caleb. Il mesurait 1,38 m aux larges épaules. Caleb fit instinctivement un pas en arrière, se sentant physiquement intimidé, ce qui seulement la rendit plus en colère. « Tournez-vous, main sur le toit !» elle cria. « Officier, ceci est inutile, » Bishop dit, tournant lentement. « Faites-le. » Elle rengaina sa lampe de poche et attrapa son poignet, le tordant violemment derrière son dos. C'était une prise de contrôle destinée à causer de la douleur et forcer l'obéissance. Mais Bishop était fort. Il ne résista pas, mais ses muscles étaient tendus. « Arrêtez de résister !» elle cria, jouant pour l'enregistrement. « Je ne résiste. » Caleb ne le laissa pas finir. Elle balaya ses jambes. C'était un coup sale, non provoqué. Bishop perdit pied sur le pavé glissant et tomba durement, son visage claquant sur le côté de la Mercedes avant qu'il ne heurte le béton mouillé. Le son de la tête d'Andrew Bishop frappant le pavé fut un bruit sourd et humide écœurant. C'était le son d'une erreur, bien que Caleb Holloway ne le sût pas encore. Reynolds se précipita en avant. « Caleb, Jésus, qu'est-ce que vous faites? » Il se retira. Caleb mentit, essoufflé, son adrénaline montant en flèche. Il essaya de se retourner contre moi. Bishop gémissait sur le sol, ses lunettes avaient glissé sur le trottoir. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de son sourcil, se mélangeant à la pluie. Il essaya de se relever. « Restez à terre. » Caleb rugit. « Je ne peux pas respirer. » Bishop siffla. Le vent lui avait été assommé de lui. « J'ai dit, restez à terre. » Caleb sortit son bâton télescopique. D'un coup de poignet, il s'étendit avec un cliquetis métallique. Bishop leva les yeux, ses yeux nageants. Il ne cherchait pas une arme. Il cherchait ses lunettes. « Mes lunettes! Il atteint! » Caleb cria. Elle balança. Le bâton d'acier frappa Andrew Bishop sur l'omoplate. Un impact lourd et charnu. Bishop cria, se recroquevillant en position fétale pour protéger sa tête. « Arrêtez! » Reynolds attrapa le bras de Caleb. « Caleb, arrêtez! Il est désarmé! Regardez-le! » Caleb secoua Reynolds. « Recule, Mike! C'est une menace! » Elle leva le bâton à nouveau. Bishop leva les yeux et pour une fraction de seconde, le lampadaire illumina son visage clairement. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux. Il n'y avait qu'une froide,
terrifiante fureur. « Vous avez fait, Bishop Aletta, du sang coulant sur sa joue. Une grave erreur, officier. Tais-toi. » Elle le frappa du pied dans les côtes. Elle rengaina finalement le bâton et laissa tomber son genou sur son dos, tordant ses bras derrière lui pour le menotter. Le métal s'enclencha fermement, trop fermement. Elle le tira en haut par les menottes, envoyant une onde de choc de douleur à travers ses épaules. « Vous êtes en état d'arrestation pour résistance à l'arrestation, agression d'un officier et trouble à l'ordre public. » Elle récita, essoufflée. Bishop ne cria pas. Il ne supplia pas. Il se tint là, balançant légèrement, du sang tachant le col de sa chemise de soirée blanche chère. « Reynolds, » Caleb aboya, « fouille la voiture, démolis-la, trouve la drogue. » Reynolds regarda Bishop, puis Caleb. Il semblait malade. « Caleb, ce n'est pas juste. Nous devons appeler un superviseur. Je suis l'officier supérieur ici. Fouille la fichue voiture. » Reynolds se dirigea vers la Mercedes. Il passa 10 minutes à fouiller l'intérieur. Il vérifia la boîte à gants, la console centrale, sous les sièges, le coffre. Rien. Pas de drogue, pas d'armes, juste une mallette contenant des dossiers juridiques, un pneu de rechange et une trousse de premier secours. Reynolds revint, la pluie dégoulinant du bord de son chapeau. Propre, propre comme un sous-neuf. Caleb, même pas une contravention dans la boîte à gants. Caleb sentit un nœud froid se former dans son estomac. Pas de drogue signifiait pas de crime. Pas de crime signifiait elle avait juste malmené un civil pour une infraction de clignotant. Elle avait besoin de faire coller l'accusation de résistance. Elle avait besoin de l'enterrer sous les papiers. « Mettez-le à l'arrière », elle dit. Ils poussèrent Bishop à l'arrière du véhicule de patrouille. Le siège en plastique dur était impitoyable. Bishop pencha sa tête en arrière contre la cage, fermant ses yeux. « Vous voulez que j'appelle un fourgon? » Reynolds demanda. « Non, nous le prenons nous-mêmes. Je veux l'enregistrer personnellement. » Le trajet jusqu'à la station du 11e district fut silencieux. Le silence était lourd, suffocant. Caleb continuait de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Bishop ne se débattait pas. Il ne criait pas de menace. Il était assis parfaitement immobile, regardant par la fenêtre les lumières de la ville qui passaient. La radio de Caleb grésilla. Statut d'unité 1124. 1124 arrivant avec un en garde à vue. Caleb répondit par radio, résistance et agression sur OP. Copie ASP 1124. Ils entrèrent dans le portail de la station. La porte du garage se ferma en grondant derrière eux, les enfermant dans le ventre de béton de la bête. Caleb sortit et ouvrit la porte arrière. Elle attrapa le bras de Bishop pour le tirer dehors. « Marchez », elle dit. Ils entrèrent dans la zone de traitement. L'odeur de javel et de corps non lavés les frappa. Le sergent de bureau, un homme bourru nommé Kowalski, sans relation avec le troupe fictionnel, leva les yeux de ses papiers. « Qu'avez-vous, Holloway? » Kowalski demanda, mâchant un stylo. « Arrêt routier a mal tourné, » Caleb dit, poussant Bishop vers le banc. Le gars pensait il était trop bon pour écouter. « M'a donné un coup. » Bishop se tenait droit malgré les menottes et le sang. Il regarda Kowalski. « Surgeon, » Bishop dit calmement. Kowalski se figea. Le stylo tomba de sa bouche. Il plissa les yeux, regardant le visage de l'homme, puis le sang, puis le costume. Ses yeux s'écarquillèrent. Il se leva si vite sa chaise se renversa. « Sainte !» Kowalski murmura. Il regarda Caleb avec un regard de pure horreur. « Holloway, savez-vous qui c'est? » Caleb roula des yeux. « Oui, Andre Bishop, un riche gars de la Gold Coast. »« Non, » Kowalski murmura, daru, venant autour du bureau. « Il n'est pas juste un riche gars. » À ce moment, les portes du poste intérieur s'ouvrirent. Capitaine Miller, le commandant du poste, entra tenant un presse-papier. Il s'arrêta net. « Que se passe-t-il ici? » Miller demanda, puis il vit Bishop.
Le visage de Miller se vida de couleur. Il semblait il voyait un fantôme. « Monsieur un évêque », Miller bégaya. Andrew Bishop regarda le capitaine. « Bonjour, capitaine Miller. Je crois que vous avez une vacance dans votre chaîne de commandement à partir de ce soir. » Caleb regarda entre eux, confuse. « Capitaine, vous connaissez ce malfaiteur? » Capitaine Miller se tourna vers Caleb, son visage prenant une teinte violette violente. « Malfaiteur, Holloway, fermez votre bouche. » Il se retourna vers Bishop. « Monsieur, je n'avais aucune idée. Êtes-vous blessé? Obtenez un médecin maintenant. »« Je vais bien, capitaine. » Bishop dit, sa voix froide comme la glace. « Mais je voudrais ces menottes retirées. » Maintenant, Caleb s'avança. « Capitaine, il a résisté. Il m'a agressé. » Miller se mit devant le visage de Caleb, si près elle pouvait sentir les oignons de son déjeuner. « Holloway, espèce d'idiot, vous n'avez pas juste arrêté un civil. » Miller pointa un doigt tremblant vers Andrew Bishop. « Ceci est Andrew Bishop. Il a été nommé hier par le maire. » Caleb sentit le monde basculer. « Nommé? Nommé à quoi? » Bishop ajusta ses menottes, grimaçant légèrement, et regarda Caleb droit dans les yeux. « Je, Bishop dit, suis le nouveau superintendant adjoint du Bureau des Affaires internes. Je suis le chef du chef de votre chef. Et officier Holloway, vous avez le droit de rester silencieuse. Je suggère vous l'utilisiez. » Le silence dans la salle d'enregistrement fut absolu. C'était le genre de silence qui précède une explosion. Caleb Holloway sentit le sang se retirer de son visage, la laissant étourdie. Ses mains reposant près de sa ceinture commencèrent à trembler. Affaires internes, la brigade des rats, mais pas juste un détective. Le superintendant adjoint, l'homme responsable de surveiller la police pour toute la ville de Chicago. « Déverrouillez-le » Miller cria à Caleb. Caleb tâtonna pour ses clés. Ses doigts semblaient des saucisses. Elle ne pouvait pas mettre la clé dans le trou. « Écartez-vous » Reynolds dit doucement, prenant les clés d'elle. Il déverrouilla les menottes. Bishop frotta ses poignets. La peau était à vif et rouge. Il prit un mouchoir de sa poche et tamponna la coupure sur son front. Il regarda le sang sur le lin blanc, puis regarda Caleb. « Officier Reynolds » Bishop dit, se tournant vers la recrue. « Oui, monsieur. » Reynolds coina. « Vous avez conseillé à l'officier Holloway de désescalader. Vous avez fouillé mon véhicule sous protestation. J'ai noté cela. » Reynolds hocha la tête, déglutissant difficilement. Cependant, Bishop continua. « Vous n'êtes pas intervenu physiquement pour arrêter une agression illégale. Nous discuterons de cela plus soir, mais pour l'instant, vous êtes renvoyé. Allez à la salle de repos. »« Oui, monsieur. » Reynolds s'enfuit. Bishop reporta son attention sur Caleb. La dynamique de pouvoir avait basculé si violemment, cela donna un coup du lapin à tout le monde dans la pièce. Caleb n'était plus la prédatrice. Elle était la proie dans une cage qu'elle avait construite elle-même. « Capitaine Miller, » Bishop dit, « je veux toutes les images. Caméra de tableau de bord, caméra corporelle, surveillance de la salle d'enregistrement. Je veux les journaux de l'arrêt et je veux le dossier disciplinaire de l'officier Holloway sur mon bureau dans l'heure. »« Monsieur, je peux expliquer. » Caleb commença. « Je pensais je vous ai conseillé de rester silencieuse, » Bishop dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le poids d'un coup de marteau de juge. « Mais puisque vous voulez parler, parlons. Vous avez prétendu je vous ai agressé. Est-ce votre déclaration officielle? » L'esprit de Caleb s'emballait. Si elle reculait, elle admettait une fausse arrestation. Si elle redoublait, elle mentait au chef des affaires internes. Elle devait s'en tenir au mensonge. C'était la seule issue. C'était sa parole contre la sienne, sauf pour les caméras. « Vous avez pris une posture de lame, » Caleb bégaya, revenant au jargon de l'Académie de police. « Vous avez refusé des ordres légaux. Vous avez bondi. » Bishop la fixa. « Il y a une caméra sur le tableau de bord de votre voiture, officier. Il y a une caméra sur votre poitrine.
Voulez-vous vraiment commettre un parjure en plus de coups et blessures et de privation de droits civils? J'ai suivi le protocole, Caleb cria, le désespoir se glissant dans sa voix. Je craignais pour ma vie. Vous craignez un homme en costume demandant pourquoi il était arrêté. Bishop s'approcha. Ou avez-vous craint un homme noir dans une voiture de luxe qui ne s'est pas immédiatement incliné devant vous? Je ne suis pas raciste, Caleb cracha. Vos actions ce soir crient le contraire. Bishop dit, Capitaine Miller, prenez son insigne et son arme. Suspendez-la immédiatement en attendant une révision administrative et appelez le procureur de l'État. Je porte plainte. Accusation. Caleb rit. Un son aigu, hystérique. Vous ne pouvez pas m'accuser. J'ai une immunité qualifiée. Je faisais mon travail. L'immunité qualifiée vous protège des poursuites civiles quand vous faites une erreur de bonne foi. Bishop dit, se penchant. Elle ne vous protège pas des poursuites pénales pour coups et blessures et dépôt de faux rapports de police, et elle ne protège certainement pas votre pension. Miller tendit sa main. Holloway, arme et insigne. Maintenant, Caleb regarda autour de la pièce. Les autres flics, Kowalski, le sergent de bureau, quelques patrouilleurs qui étaient entrés regardaient le sol. Personne ne se levait pour elle. Le mur bleu du silence s'effondrait parce que l'homme qu'elle avait frappé était l'homme qui tenait le marteau de forgeron. Lentement, avec des mains tremblantes, elle dégaina son Glock. Elle le plaça sur le comptoir. Puis elle détacha son insigne, officier Nara 49. Elle le claqua à côté de l'arme. « C'est des conneries, » elle marmonna. « Faites-la sortir de ma vue, » Miller dit. Caleb Holloway ne rentra pas chez elle. Elle ne pouvait pas. L'adrénaline s'était effondrée, la laissant avec une nausée tremblante qu'elle ne pouvait pas supprimer. Mais sa fierté était toujours fermement intacte. Au lieu de reculer, elle alla à l'unique endroit qu'elle pensait sûr. Le badge rouillé, un bar louche à 3 pâtés de maison du poste, où la vraie police se passait après les heures. Elle s'assit dans une cabine sombre, sirotant un whisky pur. Son téléphone bourdonnait sans cesse. Texte de Reynolds. « Je suis désolé, Caleb. Je devais dire la vérité. » Appel de son mari, qui avait probablement vu les alertes d'actualité, et message d'autres flics du district. La porte s'ouvrit et un homme de forte corpulence en costume bon marché entra. C'était Franco Mali, le représentant du syndicat de l'ordre fraternel de la police. Il semblait fatigué. Il se glissa dans la cabine en face de Caleb sans demander. « Dis-moi que tu n'as rien dit d'autre, Holloway. » O'Malley grogna. « Je n'ai rien dit après que Miller a pris mon arme. » Caleb dit, sa voix rauque. « Frank, tu dois arranger ça. Ce gars Bishop, il est assoiffé de sang. C'est un recrutement pour l'action affirmative qui essaie de se faire un nom en écorchant une flic vétérane. » Ali soupira, se frottant les tempes. « Caleb, tais-toi. Sérieusement, arrête de parler comme ça. Tu ne parles plus à une recrue dans une voiture de police. Tu parles à un homme regardant un tas de déchets radioactifs. » C'était un arrêt propre. Caleb insista, claquant sa main sur la table collante. Il semblait suspect. Il résista. J'ai utilisé la force nécessaire. J'ai vu la dashcam, Caleb. O'Malley dit doucement. Caleb se figea. Tu l'as vu. Miller l'a envoyée au service juridique. Elle a fuité. Ce n'est pas encore aux nouvelles, mais ça le sera au matin. Et Caleb, c'est mauvais. Ali se pencha. Tu ne l'as pas juste frappé. Tu t'es moqué de lui. Tu l'as profilé. Et puis tu as frappé un homme qui était à genoux, demandant ses lunettes. Ce n'est pas de la force nécessaire. C'est une agression. Il a fait un mouvement. Il a cherché ses lunettes, Caleb. Il a une vision de 6. L'homme est pratiquement aveugle sans elle. O'Malley passa une main dans ses cheveux clairsemés. Et savez-vous qui est André Bishop avant qu'il ne soit nommé aux affaires internes? Caleb secoua sa tête d'un air renfrogné. Il était un procureur fédéral pour le District Sud de New York. Il a enfermé les associés de la famille criminelle Gambino. Ce n'est pas un politicien, c'est un requin. Et vous avez juste sauté dans son bassin
portant un costume de viande. « Alors quoi? Vous êtes le syndicat. Protégez-moi. » « Nous allons essayer, » Ali dit, mais sa voix manquait de conviction. « Nous allons sortir la carte de la peur pour la vie. Nous allons retarder. Nous allons essayer de faire supprimer les images, cependant. C'est un coup de dé maintenant. Mais vous devez vous préparer. Ils ne viennent pas juste pour votre travail. » Le procureur de l'État parle d'inculpation. Caleb sentit un frisson froid. Prison. Si Bishop pousse? Oui, prison. Le lendemain matin, le monde explosa. Caleb se réveilla sur son canapé au son de coups sur sa porte d'entrée. Elle trébucha vers la fenêtre et jeta un coup d'œil à travers les stores. Journalistes, des douzaines d'entre eux. Fourgons avec antennes paraboliques étaient garés sur sa pelouse. Elle alluma la télé. C'était partout. CNN, Fox, MSNBC. Le titre, brutalité policière ou profilage racial. Nouveau chef des affaires internes agressé par son propre officier. Il joignent la vidéo. Les images de la dashcam étaient en haute définition. Cela montrait la pluie, la Mercedes et Caleb criant. Cela montrait André Bishop, calme et docile, et puis le coup de bâton. Le craquement du métal frappant l'os résonna à travers les haut-parleurs du salon de Caleb. Le commentaire était cinglant. Ceci est un exemple typique de l'abus de pouvoir, un analyste juridique disait. Officier Holloway intensifie un arrêt routier mineur en une rencontre violente en moins de 3 minutes. Notez le comportement du sujet. Monsieur Bishop est calme. Il est docile. Et pourtant, elle le frappe. Le téléphone de Caleb sonna. C'était Ali. « Ne sortez pas », il aboya. « Vous avez été mis en congé sans solde. Le superintendant tient une conférence de presse à midi. Il va vous jeter sur le bus pour sauver le département. » « Ils ne peuvent pas faire ça », Caleb cria à la télé. « J'ai des droits. Vous avez le droit de garder le silence, » Ali dit, faisant écho aux mots de Bishop de la nuit précédente. « Prenez un avocat de la défense criminelle, Caleb. Le syndicat s'occupera de l'audience d'emploi. Mais pour les accusations, vous êtes seul. » Caleb raccrocha. Elle regarda autour de sa maison, la belle maison de banlieue à Nepville, les photos d'elle et de son mari, Greg, sur leur bateau. Greg était un entrepreneur. Il détestait le drame. La porte d'entrée s'ouvrit. Greg entra l'air pâle. Il était venu par l'entrée arrière. « Greg? » Caleb demanda. « Je ne peux pas aller travailler, Caleb. » Greg dit, sa voix tremblante. « Mon téléphone a sonné sans arrêt. Les clients annulent. Ils m'appellent un raciste par association. Mon Facebook est inondé de menaces de mort. » « Ça passera. » Caleb mentit, essayant de toucher son bras. Il se retira. « Vraiment? J'ai regardé la vidéo, Caleb. Je t'ai vu battre cet homme. » Il la regarda comme si elle était une étrangère. « Est-ce qui tu es? Est-ce que ce que tu fais quand je ne suis pas là? » « Je faisais mon travail. Tu faisais du mal à quelqu'un parce que tu pouvais. » Greg dit, les larmes montant à ses yeux. « Je vais rester chez mes frères pendant un moment. Je ne peux pas être ici. » Greg, je t'ose pas froid, oui. N'ose pas me quitter. Il ne regarda même pas en arrière. Il attrapa un sac qu'il avait évidemment préparé dans le garage et sortit par la porte arrière, laissant Caleb seul dans une maison entourée de caméras, avec le silence de sa vie commençant à sonner dans ses oreilles. 3 mois plus tard, la neige tombait à Chicago, couvrant la crasse d'une couverture blanche temporaire. Caleb était assise dans une salle de conférence dans un gratte-ciel du centre-ville. La pièce sentait le polish au citron et le parfum cher. Elle portait son meilleur costume, mais il se sentait serré. Le stress alimentaire avait ajouté 15 livres à sa silhouette. De l'autre côté de la longue table en acajou était assis André Bishop. Il semblait impeccable. Son bras était sorti de l'écharpe qu'il avait portée pendant des semaines, mais il le bougeait raidement. À côté de lui était son avocat personnel, une femme aux yeux vifs nommée Catherine Pierce, et un représentant de la ville. C'était la déposition pour le procès en droit civique. Bishop avait déposé personnellement contre Caleb, séparément des accusations criminelles en attente contre elle.
Il la poursuivait pour tout ce qu'elle avait. Déclarez votre nom pour le dossier. Le sténographe judiciaire murmura. Caleb Marie Halloway. Catherine Pierce ajusta ses lunettes. Madame Halloway, la nuit du 24 octobre, pourquoi avez-vous initié un arrêt routier sur Monsieur Bishop? Il a échoué à signaler un changement de voie. Caleb récita. C'était la seule vie après qu'elle était partie. Nous avons examiné les données GPS du véhicule de Monsieur Bishop ainsi que les images de la caméra de circulation de l'intersection précédente. Pierce dit, glissant un document sur la table. Les données indiquent que M. Bishop a signalé pendant 4 secondes avant de changer de voie. La caméra de circulation confirme cela. Voudriez-vous modifier votre déclaration? L'avocat de Caleb, un avocat de centre commercial nommé Saul Goodman, un surnom cruel donné par la presse. Son vrai nom était Saul Berkowitz, lui donna un coup de pied au tabia sous la table. Je me suis peut-être trompé de mon point de vue, Caleb marmonna. Donc vous avez fait une erreur, Pierce dit. Et pourtant, quand vous avez approché le véhicule, votre arme était déjà dégainée. Pourquoi? Je me sentais menacé par un clignotant, par l'environnement. C'était une zone à forte criminalité. Le véhicule, il correspondait à un profil. Andrew Bishop parla pour la première fois. Sa voix était calme, mais elle sembla aspirer l'air de la pièce. « Quel profil est-ce, mademoiselle Halloway? Soyez spécifique. » « Monsieur Bishop, s'il vous plaît, laissez votre conseiller parler. » Berkowitz interjeta. « Je pose une question. » Bishop dit, ses yeux se fixant sur ceux de Caleb. « Vous avez dit sur la dashcam, argent de la drogue sur roue. Vous avez vu une voiture de luxe conduite par un homme noir dans un quartier pauvre. Et vous avez décidé que j'étais un criminel. Est-ce correct? » Je me fie à ma formation. Caleb dit défensivement. L'expérience me dit. Votre expérience vous dit qu'un homme noir ne peut pas légalement gagner assez d'argent pour conduire une classe S. Bishop interrompit. Je détiens un doctorat en droit de Harvard. J'ai servi 10 ans au département de la justice. Je gère un bureau de 400 officiers. Et pourtant, pour vous, j'étais juste un voyou. Est-ce votre témoignage? Je ne savais pas qui vous étiez. Caleb claqua. C'est exactement le point, Bishop dit, se penchant en avant. Si j'avais été un homme blanc en costume, m'auriez-vous traîné hors de la voiture? Objection. Spéculation. Berkowitz cria. Je vais reformuler. Pierce dit en douceur. Mademoiselle Halloway, en vos 10 ans de service, vous avez initié 400 arrêts routiers. Nous avons tiré les registres. 85% d'entre eux étaient des conducteurs noirs ou hispaniques. De ceux-là, seulement 10% ont abouti à une citation ou une arrestation. Cela signifie que vous avez harcelé près de 300 conducteurs innocents de minorité. Était-ce aussi de la formation? Caleb sentit le piège se refermer. Je patrouille le 11e. Je roule le 11e district. C'est un quartier minoritaire. Les statistiques reflètent la population. En fait, Pierce contre-attaqua, la démographie de l'artère où vous vous trouvez, Roosevelt Road, est de 40% de navetteurs blancs. Pourtant, vous ne les avez jamais arrêtés. Pierce joua une nouvelle vidéo sur le moniteur. C'était des images de caméras corporelles de la salle d'enregistrement. Cela montrait Caleb riant avec Reynolds avant que le Captain Miller n'entre. L'audio était clair. La voix de Caleb. Le gars se prend pour Obama ou quelque chose. Donnez-lui une nuit en cage. Il apprendra sa place. La pièce devint silencieuse. Le visage de Caleb brûlait. Elle ne se souvenait pas d'avoir dit ça, mais c'était là. Apprendre sa place. Bishop répéta. « Mademoiselle Halloway, quelle place est-ce? » Caleb ne pouvait pas parler. « La place sous votre botte? » Bishop demanda. « Vous avez cassé mon omoplate. Vous avez causé des lésions nerveuses à mon poignet droit. Je ne peux toujours pas complètement prendre ma main. Savez-vous ce que cela signifie pour un pianiste, ou un écrivain, ou un père qui veut lancer une balle avec son fils? »
Je n'ai pas voulu le caisser, Caleb murmura. Non, Bishop dit. Vous avez juste voulu me faire assez mal pour me soumettre. Vous vouliez l'obéissance par la douleur. C'est la définition de la torture, Madame Holloway. Nous avons fini pour la journée, Berkowitz dit, se levant, rassemblant ses papiers à la hâte. Mon client a besoin d'une pause. Nous n'avons pas fini, Bishop dit, restant assis. Nous ne faisons que commencer. Je vais vous ruiner, Madame Holloway. Pas pour l'argent. Je ferai don de chaque centime au Fonds de défense juridique pour les victimes de brutalité policière. Je vais le faire pour que vous ne brandissiez jamais le pouvoir sur un autre être humain tant que vous vivrez. Caleb s'enfuit de la pièce. Elle courut aux toilettes et vomit dans l'évier. Quand elle sortit, elle vérifia son téléphone. Une notification de sa banque. Compte gelé. Ses actifs avaient été gelés en attendant le litige civil. Elle ne pouvait même pas acheter un sandwich pour le déjeuner. Elle sortit dans le vent froid de Chicago, la neige mordant son visage. Elle réalisa alors que le système qu'elle avait servi pendant une décennie, le système qu'elle pensait être un bouclier, s'était transformé en une épée, et André Bishop tenait la poignée. Le procès pénal vint 6 mois plus tard. Le peuple de l'Illinois contre Caleb Holloway. La salle d'audience était bondée. Chaque siège était pris. Des activistes portaient des chemises Justice pour Bishop. La galerie de presse débordait. Caleb était assise à la table de la défense. Elle semblait hagarde. Greg avait demandé le divorce. Il avait pris la maison dans le règlement parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de le racheter, et elle vivait maintenant dans un studio au-dessus d'un garage à Cicero. Elle avait été virée du NYPD 2 semaines après la déposition. L'affaire de l'accusation était simple. Ils ont joué la vidéo. Ils ont appelé Reynolds, qui a témoigné que Bishop n'était pas combatif. Ils ont appelé le médecin légiste pour détailler les blessures. Caleb prit la barre pour sa propre défense. C'était un Ave Maria. Elle avait besoin que le jury voie sa peur. J'avais peur. Elle sanglota à la barre. Il faisait sombre. Il pleuvait. Je voulais juste rentrer chez moi auprès de ma famille. La procureure, une femme vive nommée Anita Gray, se leva pour le contre-interrogatoire. « Madame Holloway, vous dites que vous aviez peur. » Gray dit. « Vous étiez armée d'un pistolet de 9 mm, d'un taser, de gaz poivre et d'un bâton. Monsieur Bishop était armé d'un portefeuille. Qui était celui en danger? Il était grand, il était en colère. Il était en colère après que vous l'ayez frappé. » Gray corrigea. « Mademoiselle Holloway, parlons de votre famille chez qui vous vouliez rentrer. Votre mari a témoigné lors d'une déposition que vous vous vantiez fréquemment de malmener des suspects. Il a dit que vous appeliez cela la taxe de la rue. Est-ce vrai? » Greg ment. Il essaye juste de sauver son entreprise. Caleb hurla. « Donc tout le monde ment sauf vous? » Gray demanda. « Officier Reynolds, Sergent Kowalski, la vidéo, votre mari, la victime. Tout le monde a tort et vous êtes la victime. »« Oui, » Caleb cria. « Je suis la victime ici. Je suis persécuté pour faire mon travail. » L'éclat scella son destin. Le jury vit non pas une femme effrayée, mais une brute arrogante et impénitente. Le jury délibéra pendant 4 heures. Coupable. Coupable du chef 1. Coups et blessures aggravées. Coupable du chef 2. Inconduite officielle. Coupable du chef 3. Dépôt de faux rapports. Le juge, un homme plus âgé nommé juge Thorne, regarda Caleb par-dessus ses lunettes. « Caleb Holloway, vous avez trahi la confiance publique de la manière la plus vile. Vous avez utilisé l'insigne comme une arme. Vous n'avez montré aucun remords. Vous êtes renvoyé en détention immédiatement. » Le bailli s'avança. Le clic des menottes fut différent cette fois. C'était le son de la finalité. Caleb regarda en arrière vers la galerie. Elle vit André Bishop assis au premier rang. Il ne souriait pas. Il ne jubilait pas. Il semblait triste. Il la regarda avec une pitié qui brûlait pire que la haine. « Emmenez-la », le juge ordonna. 2 ans plus tard,
L'alarme au centre correctionnel Logan ne bipa pas. Elle hurla, un cri industriel déchiqueté qui déchira le silence de 5 heures du matin, comme une lame rouillée. Caleb Holloway ouvrit ses yeux, fixant le dessous de la couchette en acier au-dessus d'elle. Quelqu'un avait gravé Dieu regarde dans la peinture métallique. Mais avec le temps, d'autres détenus avaient effacé Dieu et gravé les gardes à la place. Caleb connaissait la vérité maintenant. Ce n'étaient pas les gardes qui regardaient, c'était quelque chose de plus vieux, plus froid et bien plus impitoyable. Elle s'assit, ses articulations craquant dans la fraîcheur humide. Le chauffage du bloc C était cassé depuis 3 semaines. Elle enroula sa mince couverture rêche autour de ses épaules, un linceul de laine grise qui sentait la moisissure et la sueur de 1000 femmes avant d'elle. « Bouge-toi, Holloway! » Une voix grommela de la couchette supérieure. C'était Keisha, une jeune femme de 24 ans purgeant une peine pour distribution. Dans son ancienne vie, Caleb aurait eu Keisha menottée et à l'arrière d'un véhicule de patrouille avant que la fille ne puisse cligner des yeux. Ici, Keisha était la reine de la cellule et Caleb était la servante. « Je bouge », Caleb murmura, sa voix rauque de désuétude. Elle descendit, ses pieds nus frappant le sol en béton gelé. Elle attrapa son reflet dans le miroir en acier poli boulonné au mur. La femme qui la regardait en retour était une étrangère. Les cheveux blonds qu'elle avait l'habitude de mettre en valeur toutes les 6 semaines étaient maintenant d'un gris terne et souris, tirés en arrière dans une queue de cheval sévère et grasse. Son visage était émacié, la peau collant fermement à ses pommettes, soulignant les cercles creux foncés sous ses yeux. L'arrogance qui l'avait autrefois blindé comme un gilet pare-balles était partie, remplacée par une anxiété de tressaillement permanente. Elle était la détenue née à 12 ans. Le X représentait la cour où elle était autorisée. Le numéro était son identité. Officier Holloway était morte. La marche de la honte. Le petit déjeuner était le moment le plus dangereux de la journée. Caleb traîna les pieds dans la file, gardant la tête baissée, les yeux fixés sur les talons de la détenue devant elle. Elle tenait son plateau en plastique avec une intention aux jointures blanches. Être une ex-flic en population générale était une condamnation à mort. La seule raison pour laquelle Caleb respirait encore était la taxe de protection qu'elle payait. Chaque semaine, la moitié de son magasin, café, ramen, timbre allait à une femme terrifiante nommée Big T, une condamnée à perpétuité qui dirigeait l'équipe de cuisine. Si Caleb manquait un paiement ou si le café instantané était de la mauvaise marque, la protection disparaissait. Et sans elle, il y avait au moins 50 femmes dans ce bloc qui auraient volontiers planté une brosse à dents, affûtée dans le rein de Caleb, juste pour le prestige de rue d'avoir abattu un flic. Elle atteignit la ligne de service. La détenue servant le gruau, une femme avec un tatouage de toile d'araignée sur son cou, s'arrêta quand elle vit Caleb. « Matin, officier !» La femme ricana assez fort pour que la table voisine entende. Caleb tressaillit. « Juste le gruau, s'il vous plaît. »« Vous aimiez les beignets, n'est-ce pas? » La femme rit, claquant une louche de bouillie grise et aqueuse sur le plateau. Cela éclaboussa la main de Caleb, la grondant. Caleb ne cria pas. Elle ne fulmina pas. Elle essuya juste la boue chaude de sa main sur sa combinaison et passa son chemin. C'était le karma. Ce n'était pas une grande explosion. C'était 1 million de petites humiliations. Jour après jour, la réduisant en poussière. Elle trouva un siège dans le coin éloigné face au mur. L'isolement était la sécurité. Elle commença à manger rapidement, pelletant la nourriture insipide dans sa bouche. « Ça vous dérange si je me joins à vous? » Caleb se figea. Elle leva les yeux pour voir une nouvelle détenue, jeune, peut-être 20 ans, yeux effrayés. « Vous ne voulez pas vous asseoir ici, » Caleb marmonna. « Partout ailleurs est plein, » la fille dit, s'asseyant. « Je suis Maria, juste transférée du comté. » Caleb n'offrit pas son nom. « Oh » Maria murmura, se penchant. « Est-ce vrai ce qu'ils disent que vous êtes celle qui a battu le superintendant? » Caleb arrêta de mâcher. Le gruau se transforma en cendre dans sa bouche.
C'était la seule chose pour laquelle elle était célèbre. Elle n'était pas la flic qui avait sauvé un enfant d'une voiture en feu en 2018. Elle n'était pas l'officier qui avait mis au monde un bébé à l'arrière d'une voiture de police en 2015. Elle était la flic raciste qui avait frappé Andre Bishop. C'était tout son héritage. Mangez votre nourriture, Caleb dit platement. Les nouvelles après le corps de travail dans la buanderie, 6 heures de pliage de draps lourds et mouillés dans une pièce qui sentait l'eau de Javel et la vapeur. Caleb était autorisé 30 minutes de temps de repos dans la salle commune. La télé était boulonnée en haut du mur, encastrée dans du plexiglas. Elle était habituellement syntonisée sur des feuilletons ou des clips musicaux, mais aujourd'hui, la télécommande était contrôlée par la chef de bloc qui l'avait mise sur les nouvelles locales de Chicago. Caleb essaya de l'ignorer, assise à l'arrière, lisant un livre de poche déchiré avec des pages manquantes, mais la voix du présentateur coupa le bruit de la pièce, marquant le 2e anniversaire des réformes agressives menées par le superintendant Andre Bishop. La tête de Caleb se redressa. Le voilà. Andre Bishop se tenait à un pupitre. Il semblait plus âgé que la nuit où elle l'avait arrêté, mais plus fort. Sa barbe était mouchetée de gris maintenant, taillée avec une précision militaire. Il portait l'uniforme de cérémonie du superintendant de la police de Chicago, les étoiles d'or brillant sous les lumières de la presse. Il n'était plus juste un bureaucrate, il était un symbole. Le bandeau au bas de l'écran lisait « Bishop annonce une baisse de 40% des plaintes pour inconduite ». Il y a 2 ans, Bishop disait, sa voix résonnant à travers les minuscules haut-parleurs de la télé de la prison. « J'ai promis à cette ville que nous comblerions le fossé. J'ai promis que l'insigne représenterait le service, pas la subjugation. Nous avons un long chemin à parcourir, mais aujourd'hui, grâce au Conseil de surveillance civile et au nouveau protocole d'intervention obligatoire, nous voyons un changement. » La caméra fit un panoramique sur la foule. Les gens applaudissaient, pas seulement des flics, mais des membres de la communauté, noirs, blancs, hispaniques. Ils applaudissaient la police. Dans la salle commune de la prison, les détenus regardaient aussi. « Cet homme est la vérité », une détenue murmura. « Mon frère a été arrêté la semaine dernière dans le South Side. Il a dit que le flic s'était réellement présenté. Il n'a même pas fouillé la voiture. C'est l'œuvre de Bishop. Il a mis la peur de Dieu dans ses flics sales. » Une autre fut d'accord. Il a fait le ménage. Caleb sentit une vague de nausée si forte qu'elle pensa qu'elle allait s'évanouir. Elle avait fait cela de la manière la plus tordue et ironique possible. Elle était l'architecte de cet âge d'or. Sa violence avait été l'étincelle qui avait brûlé l'ancien système corrompu qu'elle aimait, ouvrant la voie à Bishop pour construire ce nouveau. Bishop continua de parler à l'écran. « On me demande souvent si je garde rancune contre l'officier qui m'a agressé. » Il dit. La pièce devint silencieuse. Chaque détenu se tourna pour regarder la télé. Caleb se recroquevilla sur sa chaise, souhaitant que le sol s'ouvre et l'engloutisse tout entière. « Non, » Bishop dit, regardant directement la caméra. Il sentit qu'il regardait à travers l'écran, à travers les kilomètres de barbelés et de béton, directement dans l'âme de Caleb. La haine est un poison que vous buvez, vous attendant à ce que l'autre personne meure. Je lui ai pardonné, non pour son bien, mais pour le mien. Elle purge sa peine. Sa punition est sa propre mémoire. Mon objectif est l'avenir. » Les détenus dans la pièce se tournèrent pour regarder Caleb. Elle ne semblait plus en colère. Elle la regardait avec quelque chose de bien pire. Pitié. Elle n'était pas un monstre pour elle. Elle était une note de bas de page. Pas un erreur qui avait été corrigée. « Merde. Maria, la nouvelle fille murmura. Il vous a pardonné. C'est froid. Il n'a même pas dit votre nom. » Ce fut le poignard. Il n'a même pas dit son nom. Elle était insignifiante. La lettre. Quand l'appel du courrier vint cet après-midi-là, le garde jeta une seule enveloppe sur la couchette de Caleb. C'était une épaisse enveloppe manille d'un cabinet d'avocats à Neapville. Les mains de Caleb tremblèrent alors qu'elle la déchirait. Elle savait ce que c'était,
mais voir l'encre sur le papier le rendit réel. Décret de dissolution de mariage. Demandeur Gregory Halloway. Défenderesse Caleb Halloway. Elle tourna à la dernière page. Il y avait la signature de Greg, boucle et arabesque qu'elle connaissait depuis 15 ans. Et là, à côté de la division des actifs, se trouvaient les détails. Il eut la maison. Il eut le camion. Il eut le chien Buster. Caleb eut la dette encourue pour sa défense juridique. Il y avait une note manuscrite agrafée à l'arrière sur un morceau de papier de bloc-notes jaunes. Caleb, je voulais venir te le dire en personne, mais je n'ai pas pu me résoudre à entrer dans une prison. C'est trop. Je vends la maison. Les voisins, ils ne me laissent pas oublier. Quelqu'un a encore peint à la bombe maison de raciste sur la porte de garage la semaine dernière. Je ne peux pas vivre comme ça. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Son nom est Linda. Elle ne sait rien de toi ou du procès. Je déménage en Arizona avec elle le mois prochain. J'ai besoin d'un nouveau départ. Un endroit où le nom ne fait pas cracher les gens par terre. J'espère que tu trouveras la paix, Caleb. Mais je ne peux pas être celui qui t'aidera à la trouver. Greg. Caleb fixa la note. Le papier se froissa alors que ses larmes le frappaient. Mauvaise nouvelle? Kesha demanda de la couchette supérieure avec méchanceté. Il est parti. Caleb murmura, sa voix se brisant. Il déménage en Arizona avec Linda. Les hommes, Kesha ricana, ils font le crime avec toi, mais ils ne font pas le temps avec toi. Je ne l'ai pas juste perdu, Caleb dit, la réalisation écrasant sa poitrine. J'ai perdu la dernière pièce de qui j'étais. Je ne suis pas une femme. Je ne suis pas une flic. Je ne suis pas propriétaire. Je ne suis rien. Elle se recroquevilla sur le mince matelas, serrant les papiers de divorce contre sa poitrine comme un bouclier. Elle se souvint de la nuit de l'arrestation. Elle se souvint du sentiment de pouvoir quand elle tenait le bâton. Elle se souvint à quel point il était bon de faire agenouiller Andre Bishop sous la pluie. Elle donnerait n'importe quoi, son bras, sa jambe, ses yeux, pour retourner à ce moment et juste écrire la contravention. Ou mieux encore, juste le laisser passer. Mais le temps ne bouge que dans une direction. Le visiteur, une semaine plus tard, un garde frappa au barreau. Halloway. Caleb fronça les sourcils. Elle n'avait plus d'avocat. Saul Berkowitz l'avait lâché dès que le chèque avait cessé d'être compensé. Elle fut menottée et marcha le long du long couloir résonnant jusqu'à la salle de visite. Elle fut placée dans une petite cabine avec une cloison en verre. Assis de l'autre côté n'était pas un avocat, c'était Andre Bishop. Caleb arrêta de respirer. Le garde la poussa sur la chaise et enchaîna sa taille à la table. Bishop portait un simple costume gris aujourd'hui. Pas d'uniforme, pas d'entourage, juste lui. Il plaça une paire de lunettes à monture métallique sur la table, le même style que celle qu'elle lui avait fait tomber ce soir-là. « Bonjour, Caleb », il dit. « Superintendant », elle s'étouffa. « Juste André aujourd'hui », il dit. Sa voix était calme, manquant de toute la colère qu'elle se souvenait de la déposition. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Caleb demanda, ses mains tremblant dans les menottes. « Pour se vanter, pour voir l'animal dans la cage. »« Non, » Bishop dit, « je suis venu vous apporter ceci. » Il glissa un dossier à travers la fente dans le verre. Caleb hésita, puis l'ouvrit. C'était un dossier. À l'intérieur se trouvait une transcription de son discours de remise des diplômes de l'Académie de police d'il y a 12 ans. « Je veux être un officier de police parce que je veux protéger les vulnérables. Je veux me tenir entre l'obscurité et la lumière. » Caleb lut ses propres mots et un sanglot s'échappa de sa gorge. « Où avez-vous eu ça? »« J'ai tiré votre dossier personnel. » Bishop dit. « Je voulais comprendre. Je voulais savoir comment la femme qui a écrit ces mots est devenue la femme qui m'a battu dans la rue. » Caleb leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas, » elle murmura. « Je suis devenu dur. Les rues, tout le monde vous ment. Tout le monde vous déteste. Vous arrêtez de voir des gens. Vous ne voyez que des menaces.
Je vous ai vu et je n'ai pas vu un homme. J'ai juste vu une cible. Et cela, Bishop dit doucement, est pourquoi vous êtes ici, pas parce que vous avez fait une erreur, mais parce que vous avez perdu votre humanité. Il se pensa en avant, ses yeux intenses. Je suis ici pour vous dire que j'ai approuvé votre examen de pension aujourd'hui. Bishop dit. Le cœur de Caleb s'arrêta. La pension était la seule chose qu'il lui restait à espérer. Une petite bouée de sauvetage pour quand elle sortirait dans 3 ans. Le conseil voulait la supprimer entièrement. Bishop dit qu'il voulait vous laisser démunis. J'ai mis mon veto. Caleb le regarda, stupéfait. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela? Parce que si je vous détruis complètement, je deviens vous. Bishop dit, je vous laisse la moitié, assez pour survivre quand vous sortirez, assez pour louer une chambre, acheter de la nourriture, mais pas assez pour jamais oublier. Il se leva, boutonnant sa veste. Il vous reste 3 ans, Caleb. Utilisez-les. Découvrez qui est Caleb Holloway quand elle n'a pas d'insigne et d'armes pour se cacher derrière. Parce que quand vous sortirez de ces portes, le monde ne se souciera pas de votre insigne. Ils ne se soucieront que de votre âme. Il se tourna vers la porte. « Attendez !» Caleb cria. Bishop marqua une pause, sa main sur la poignée de porte. « Je suis désolé. » Elle pleura. C'était la première fois qu'elle le disait et le pensait réellement. Ce n'était pas pour un juge. Ce n'était pas pour un jury. C'était pour l'homme qu'elle avait lésé. « Je suis tellement, tellement désolé. » Bishop la regarda. Il ne sourit pas. Il hocha juste la tête, un lent, solennel acquiescement. « Je sais, » il dit. Et puis il sortit, laissant Caleb seul dans la boîte de verre. Le karma final. Cette nuit-là, le chauffage du bloc C se remit finalement en marche. Les tuyaux claquèrent et sifflèrent, apportant de la chaleur à la cellule glaciale. Caleb était allongé sur sa couchette, fixant le plafond. Elle pensait à Greg en Arizona. Elle pensait à Bishop dans son bureau en gratte-ciel. Elle pensait à la taxe de protection qu'elle devait payer demain. Elle réalisa alors que le karma n'était pas la prison. La prison n'était qu'un bâtiment. Le karma était de la connaissance. Elle savait maintenant, avec une clarté cristalline, qu'elle était la méchante de sa propre histoire de vie. Elle avait passé 10 ans à penser qu'elle était le héros, la mince ligne bleue, la guerrière. Mais elle était juste une brute qui s'est fait prendre. Et la partie la plus difficile n'était pas la solitude. Ce n'était pas le divorce. Ce n'était pas la mauvaise nourriture. C'était la miséricorde. André Bishop lui avait montré de la miséricorde. Il avait sauvé sa pension. Il lui avait pardonné à la télévision nationale. Il l'avait regardé dans les yeux et l'avait traité avec plus de dignité en 5 minutes qu'elle n'en avait montré à toute la communauté en 10 ans. C'était la torsion. C'était la lourde main du destin. Il l'avait vaincu non en lui écrasant le crâne, mais en étant un meilleur être humain. Il avait prouvé que son racisme était faux simplement en existant. Et il avait prouvé que son cynisme était faux en montrant de la grâce. Elle se tourna sur son lit de camp face au mur de béton. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Elle resta juste là, écoutant le vent hurler dehors, emprisonnée non par des barreaux, mais par le poids écrasant d'une gratitude qu'elle ne méritait pas, et un regret qui ne finirait jamais. Jamais. Caleb Holloway était assise dans cette cellule, dépouillée de son insigne, de son mari et de sa fierté. Mais la chose la plus lourde qu'elle portait n'était pas la sentence. C'était la vérité. Elle devait vivre chaque jour, sachant que l'homme qu'elle avait essayé de détruire était le seul à lui avoir montré de la miséricorde. C'est le karma ultime. Il ne vous frappe pas toujours avec un poing. Parfois, il vous frappe avec un miroir, vous forçant à regarder exactement qui vous êtes devenu. André Bishop n'a pas juste gagné un procès. Il a gagné la guerre pour sa propre humanité. Il a refusé de laisser sa haine le transformer en monstre. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez que la vraie force vient du caractère et non d'un uniforme,
Veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela nous aide à partager ces puissantes leçons avec le monde. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de voir que la justice trouve toujours un chemin, même si cela prend du temps. Et assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. Nous avons d'autres histoires de drames intenses et de karma réel à venir la semaine prochaine. Vous ne voudrez pas les manquer. Merci d'avoir regardé.